Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Philippot. Florian, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président, fondateur du mouvement Les Patriotes. On vous a vu récemment revenir sur les plateaux télé suite à, on va dire, une désinformation, une forme d'erreur d'information de la part de LCI, tout dépend à qui on s'adresse, qui a entraîné, on va dire, votre renouveau sur les plateaux télé en cette rentrée de septembre. C'est un effet d'aubaine pour vous ? On peut dire ça en quelque sorte a posteriori, c'est-à-dire que en fait, des médias qui ne voulaient pas parler d'une manif ont fait, vous savez, ce qu'on appelle un effet Streisand. C'est-à-dire que finalement, on en parle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y avait l'affaire Streisand où je crois elle avait retiré quelque chose et finalement, cette chose a été 1000 fois plus vue que si elle l'avait laissé. C'est ce qu'on appelle depuis un effet Streisand. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec cette affaire LCI. Finalement, on a parlé beaucoup plus de la manif, des messages qu'elle porte et que ce qui était prévu. Ceci dit, ça n'efface pas le caractère quand même absolument révélateur et scandaleux de ce qui s'est passé. Un caractère orwellien, puisqu'on supprime quelque chose. Donc, cette manif, elle a vraiment existé ? Oui, je confirme que ce ne sont pas des hologrammes créés et payés par Vladimir Poutine qui ont défilé dans Paris. C'est une manifestation avec des milliers de personnes. Le 3 septembre, nous étions là. D'ailleurs, on a diffusé en temps réel des photos et des vidéos. Et pire que cela, tous les journalistes de la place de Paris, je dirais de France, ont reçu un communiqué de presse. On en a même envoyé 2, on a vérifié, le 31 août et le 1er septembre, pour les inviter à venir couvrir, comme on le fait toujours, l'événement, et y compris les journalistes de la LCI. On peut même voir qui ouvre ou n'ouvre pas nos mails, et on a vu qu'ils les avaient ouverts. Donc ils avaient tout, ils avaient l'horaire, ils avaient la date, ils avaient les revendications, ils avaient tout. Et pas un n'est venu, ni LCI, ni les autres. Je félicite la presse indépendante qui est venue, les chaînes YouTube, etc., qui font décidément le vrai boulot en France aujourd'hui d'information. Mais eux, aucun n'est venu, alors que c'est quand même un événement de rentrée, il y a beaucoup de monde, on porte des revendications qui sont parfaitement dans l'actualité. Et pire que ça, le hasard a fait qu'on est parti de Place de la Bourse à Paris, et Place de la Bourse est aussi le siège de l'AFP, l'agence France Presse. Ils ne sont pas descendus. Ils n'ont même pas pris la peine de descendre juste l'escalier ou de prendre l'ascenseur pour venir 10 minutes, interviewer quelques manifestants, nous interviewer comme organisateurs, regarder les panneaux, puis ils auraient fait une dépêche. Même pas. Par contre, on les a vus dans leur bureau en train de prendre des photos, des vidéos, et ensuite vendre les photos à la presse. Donc, elle a vraiment existé. Le journaliste qui a fait, on va dire, cette fake news en direct s'est excusé par le biais de tweets, je crois, interposés, et vous avez été depuis interviewé à ce sujet. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire ? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on s'excuse ex post ou vous attendez des explications plus précises sur ce qui s'est passé ? Moi, j'ai pas vu d'excuses d'abord. Ils sont désolés et ils ont parlé de cela 12 secondes, je crois, le lendemain soir à l'antenne pour dire on est désolé, on s'est trompé. Bon, dont acte, non. Parce que malgré tout, on a saisi aussi l'Arcom. Moi, je suis désolé. C'est trop facile. On peut se tromper, certes. Enfin, là, c'était tout l'angle de leur reportage qui était faux et fallacieux. C'est-à-dire, je rappelle que l'angle de leur reportage, c'est dire la télévision russe ment, invente des événements qui n'ont pas lieu en France pour faire croire qu'il y a une contestation des sanctions et donc des choix énergétiques qui ont été faits ou géopolitiques qui sont faits par le gouvernement français et par l'Union européenne. Donc, il faudrait aussi présenter des excuses à la télévision russe. Parce que finalement, moi, je me rends compte que celle qui a désinformé, c'est la télévision française, et celle, pour le coup, qui a dit la vérité, c'est la télévision russe. Moi, je constate simplement. Pour ça, LCI n'est pas revenu sur tout cet emballage, si vous voulez, éditorial. Ça n'a pas été expliqué aux téléspectateurs. Pour le reste, non, moi, je n'ai pas... Alors, je fais quelques médias depuis, je ne sais pas si c'est en lien, parce que finalement, dans ces médias, on n'en parle pas de cet événement, parce qu'on ne se critique pas entre confrères. Mais par contre, les médias ont repéré, c'est l'effet positif probablement de cette affaire, que nous étions effectivement en contestation des choix géopolitiques, stratégiques et énergétiques qui étaient faits par le gouvernement. On va dire que une des grandes critiques ou observations que vous faites dans un certain nombre de vos manifestations, c'est que vous demandez le débat, à l'Assemblée nationale, que vous demandez le référendum d'initiative citoyenne. Donc là, ici, faire une critique d'un média ou faire une critique d'un de nos concurrents, par exemple, n'est pas pour moi quelque chose de négatif. C'est au contraire pour essayer d'améliorer les choses. En l'occurrence, ici, pour essayer d'améliorer l'information. Mais on a parlé beaucoup de ce sujet. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont bien plus importants pour les Français. C'est pour montrer qu'on peut faire diversion au travers de ce genre de choses. Donc pour moi, les messages que vous essayez de faire passer dans votre manifestation, c'était lesquels ? C'est très simple. En cette rentrée, on nous rejoue le Covid sur autre chose.
même si, attention, on pense que l'affaire Covid n'est pas forcément terminée, par ailleurs, mais pour l'instant, ça s'est calmé. Mais on nous rejoue exactement le même scénario de la peur, de la mise sous tension, et donc derrière de l'obtention d'une soumission, de restrictions, de liberté, etc. J'en veux pour preuve Macron qui reprend exactement le même vocabulaire. Nous sommes en guerre. Il nous refait le coup de mars 2020. Conseil de défense pour l'énergie. Conseil de défense énergétique, secret défense, comme il y avait les conseils de défense sanitaire, secret défense. On nous dit, ça c'est Macron, Borne, etc. Si vous n'êtes pas collectivement responsable, alors nous serons obligés de sévir, de prendre des mesures coercitives. Souvenez-vous, sur le vaccin, c'était la même chose. Si vous n'êtes pas collectivement responsable, alors on sévira, et 2 mois plus tard, on a eu le pass sanitaire. Et on nous annonce déjà la couleur. Ça pourrait être une police des températures, c'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné, qui viendrait chez vous, toc toc toc, est-ce que vous avez bien votre chauffage à 19 degrés ? La Suisse qui annonce déjà des amendes entre 300 € et 3 ans de prison si vous avez le chauffage à plus de 21 degrés chez vous. On en est là, faut quand même que les gens se réveillent. Et puis on nous parle, le Parisien sort comme par hasard un grand papier la semaine dernière sur « Connaissez-vous la carte carbone ?» Et en fait, c'est le pass énergétique, c'est-à-dire une carte qui bloque vos achats si vous dépassez votre quota de CO2 qui vous est alloué par l'État chaque année pour acheter de la viande, pour prendre l'avion ou pour chauffer ou je ne sais quoi. Donc ça, ce sont les mesures coercitives qui sont mises au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès. Et puis autour de ça, on emballe ça dans un discours de peur et en plus fallacieux. Parce que qu'on me démontre l'efficacité de tout ça, l'efficacité pour la paix, l'efficacité de ces sanctions, qu'on me dise pourquoi ces responsables politiques qui voulaient fermer 14 centrales nucléaires, 14 réacteurs en 2018, aujourd'hui nous disent qu'il faut en rouvrir 14. Qu'on me dise pourquoi ces politiques n'ont toujours pas fait amende honorable sur le choix de nous soumettre à l'Union européenne, au marché européen d'électricité, qui a complètement cassé notre service public qui marchait très très bien. L'électricité, le gaz, on était premier mondial. En 2012, on avait les 2 premiers producteurs mondiaux d'électricité, EDF numéro 1, numéro 2, GDF Suez, comme il s'appelait à l'époque. KPMG nous dit en 2010, la France est numéro 1 mondial de l'électricité, dans son classement annuel. Regardez où on en est aujourd'hui, pénurie, rationnement, on va importer, et au passage, on va donner notre gaz à l'Allemagne, y compris si on en manque pour notre propre industrie, nos entreprises et nos ménages. Donc c'est tout ça qu'on dénonce en manifestation. On dit, écoutez, il y a d'autres choix possibles. Arrêtez d'entretenir la peur en permanence. On ne veut pas des rationnements. Par contre, on veut ça, notamment l'abandon immédiat des sanctions, relancer une vraie politique énergétique nationale. Et donc, pour cela, sortir de l'Union européenne. Enfin, on en revient quand même à des choses qui sont très cohérentes. Moi, je ne sais pas faire en restant dans le système européen. Je ne sais pas faire. Comme je ne sais pas faire la paix en restant dans l'OTAN. Vous voyez, ce sont ces revendications qu'on porte. Et on y ajoute, parce que le contexte politique a beaucoup évolué avec les législatives, on y ajoute le Macron destitution. Ça, je crois que ça déplaît souverainement au pouvoir et aux médias, parce que depuis que la majorité est minoritaire, on va dire, à l'Assemblée, depuis que les oppositions sont majoritaires à l'Assemblée nationale, plus un Sénat qui n'est déjà que minoritairement macroniste, alors la destitution devient une hypothèse, je dis pas facile, je dis pas immédiate, mais devient plausible, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que c'est de par la crise énergétique, en fait, est-ce que cette énergie qui est quand même la base, le nerf de la guerre, de la création de valeur, on va dire quelque part, puisqu'on est dépendant de cette énergie, on avait cette indépendance qui avait été planifiée à très long terme, je crois à 25 ou 50 ans par le général de Gaulle, puisque en fait on a encore les bénéfices de cela, avec progressivement on va dire un débat qui a pris une tangente, et cette tangente nous a amené vers une fermeture de centrales nucléaires aujourd'hui qu'on est en train de remettre en cause. Donc est-ce que cette crise énergétique est peut-être le début de la fin pour Emmanuel Macron, pour vous ? C'est toujours ce qu'on espère. On se dit quand même, là, au bout d'un moment, si les gens ont froid, et puis il y a l'inflation derrière, qui est largement due aussi aux sanctions, à la spéculation, et qui peuvent plus se nourrir correctement, qu'ils ont froid, qu'ils peuvent plus se loger, qu'il y a la guerre à nos portes, et qu'on a un espèce de président complètement fou qui joue avec tout ça, on le voit bien. Enfin, on est des propos irresponsables, envoyer des armes sans arrêt, il met de l'huile sur le feu. Et il faut qu'à un moment, les Français se disent, mais un des problèmes, c'est pas le seul, c'est Macron. En tout cas, en ce moment, il catalyse, il synthétise le problème. Il porte sur lui le problème, et il faut vraiment politiquement s'en débarrasser. Et on a des armes pour cela. Soit l'Assemblée dépose en permanence des motions de censure, elle peut en déposer plein, il n'y a pas beaucoup de limites là-dessus. Et il n'y aura jamais de gouvernement, et au bout d'un moment, celui qui devra en prendre la responsabilité, c'est Macron. Soit elle fait carrément la destitution, article 68 de la Constitution. Oui, on a vu la France Insoumise qui
insinué que ça pourrait être évoqué. J'ai vu quelques députés depuis quelques jours qui, sur leur compte Twitter, mettaient le mot destitution. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, les députés et les sénateurs, ils sont sous les cocotiers, ils sont en vacances. Je rappelle que Macron était très malin, il s'en est débarrassé, il les a éloignés en leur donnant des vacances jusqu'au 3 octobre. C'est-à-dire 2 mois de vacances. Et alors maintenant, certains disent non, convoquez-nous en session extraordinaire. Ouais, mais c'est trop tard, il fallait voir le piège. Nous, on avait dénoncé le piège en temps réel. Quand Macron dit il n'y aura pas de session extraordinaire cette année en septembre, ce qui est une première depuis au moins 20 ans, il sait ce qu'il fait. C'est pas pour le plaisir de donner des vacances aux députés, c'est pour les éloigner, pour faire ce qu'il veut, tranquillement. Voilà, donc là, il lui reste 1 mois. Moi, je dis aux députés, aux sénateurs, revenez immédiatement, allez siéger, allez devant les assemblées, manifester pour rentrer dans les assemblées pour siéger, ça fera un tonnerre d'enfer, ça ferait du buzz, ça, ce serait efficace. Et puis, porter les vrais débats. Les vrais débats, c'est quand même ceux qu'on vient d'aborder, ceux qu'on aborde dans les manifs, et peut-être ce débat de la destitution qui doit monter. Il y a aussi le rôle des médias. Il y a le rôle des politiques quelque part et le rôle des médias. Vous avez porté votre voix dissidente, des objections sur tout ça dans certains médias. Mais aujourd'hui, les médias ont, comme on l'a vu, fait de la désinformation. Qu'est-ce que vous envisageriez pour les médias, en fait? Qu'est-ce que devraient faire les députés, les sénateurs pour justement éviter cette désinformation et avoir un meilleur débat, on va dire, sur les plateaux télévision? Déjà, il faudrait que les députés et sénateurs n'entretiennent pas eux-mêmes la désinformation, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, on les compte sur les doigts d'une main, au total sur les 2 assemblées, pour ne pas tomber dans la propagande officielle, ou avoir le courage en tout cas de la dénoncer vraiment, pas à moitié, vraiment. On est dans une ère de radicalité, quoi. Je veux dire, les mesures qu'on nous impose, le contexte global, il est incroyable, il est extrême, il est radical. Donc il faut avoir une opposition claire et nette. Et ça, il y a très 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 peu de parlementaires qui osent avoir ce courage, en tout cas face caméra ou dans les assemblées. Après, le problème des médias, c'est un très vieux problème. Il est de pire en pire. Pour moi, il est de pire en pire. Alors, le côté positif, c'est que maintenant, on a l'émergence très forte d'Internet, des réseaux sociaux, des médias indépendants dont vous êtes, et d'autres, et qui font un travail remarquable, et qui touchent finalement maintenant énormément de monde et de plus en plus de monde. Mais quand même, il reste ce problème des grands médias. Nous, on a proposé une grande réforme radicale de l'Arcom, vous savez, le nouveau CSA, où on supprime tout ça, parce que là, ils sont nommés par le président de la République. Donc, il faudrait que ce soit des citoyens, téléspectateurs français tirés au sort, qui changent régulièrement, et qui aient une mission principale. Qu'on arrête les 36 missions, faire respecter le nombre de couleurs de peau, de grands, de petits, de handicapés, pas handicapés, d'hommes, de femmes, etc. Je sais pas, c'est des sujets. Enfin, on va pas rentrer dans cette société à l'anglo-saxonne où on va compter chaque type de personne à la télé. C'est pas intéressant pour les gens. Ce qui compte surtout, c'est que toutes les opinions soient représentées dans les médias. C'est ça le premier critère. Après, qu'ils soient portés par des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, on s'en fiche complètement. Il faut donc refixer le CSA, l'Arcom sur cette mission essentielle, la faire piloter directement par les citoyens téléspectateurs français. Prendre des mesures aussi sur le contrôle des médias. Il n'est pas normal que 8 milliardaires possèdent tous les médias, les grands médias dans notre pays, et là, dont certains, beaucoup vivent de la commande publique, en partie. Donc là, il y a des vraies mesures de séparation à voter. Et puis, je crois qu'il faut que tous ceux qui ont l'âme de journalistes, qui ont envie de se battre pour la vérité, le pluralisme, s'engagent dans les études, pour les jeunes, s'engagent dans les études de journalistes, ne laissent pas le monopole de ce métier à ceux qui pensent politiquement correct. Donc, une proposition pour les médias, d'après vous, mais aujourd'hui, qui sont les plus biaisés, les politiques ou les médias? Mais je dirais les deux parce que c'est un système qui s'entretient complètement. Oui, mais donc c'est, on va dire, l'œuf et la poule. Il y a quand même quelque part, l'œuf est arrivé avant la poule. Mais ces 2 mondes-là que vous voyez différents, pour moi, ils sont en fusion. Je ne les vois pas si différents que cela. Donc il y a une fonction circulaire, on va dire. Ils s'entretiennent les uns les autres. Si vous voulez, d'abord passer à la télé, premièrement, ou à la radio, et au-delà de ça, y être confortablement accueilli. C'est-à-dire, on ne va pas vous insulter, on ne va pas vous agresser, on ne va pas vous faire des plateaux où vous serez 4 contre 1. Ce qui, moi, m'arrive, les quelques fois où j'y vais, je suis toujours systématiquement 4 contre 1, avec beaucoup d'agressivité. Si vous voulez pas ça, parce que c'est quand même stressant, c'est pénible, bon, et on le fait, mais c'est pas agréable. Et puis surtout, si vous voulez passer quantitativement, régulièrement, etc., être dans les petits papiers des programmateurs, des journalistes, etc., il faut tenir un certain discours. Je suis désolé, mais moi, le discours que je tiens sur le Covid, et le discours que je tiens sur la guerre d'Ukraine, etc., il me ferme concrètement la porte de certaines chaînes de télévision. C'est certain. Pas toutes, mais certaines. De manière évidente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le changer? Non. Parce que moi, je fais de la politique par conviction.
Mais si vous estimez que votre premier but, c'est pas faire de la politique par conviction, ou que vos convictions sont si fragiles que de toute façon, c'est pas si grave que ça pour vous, mais que votre premier but, c'est d'entretenir cet acquis médiatique, alors vous allez adapter votre discours à ce qui se dit déjà sur les plateaux de télé. Et les plateaux de télé, eux, vont se dire... on a un gouvernement qui nous demande d'être responsable pendant l'épidémie, là pendant la guerre, sur la Russie. Il faut absolument faire croire que les sanctions, là c'est le grand, en ce moment c'est ça. Il faut absolument faire passer l'idée que les sanctions sont efficaces. Parce que l'opinion est en train de comprendre que c'est inefficace. Alors que hier, vous avez tweeté quelque chose, un sondage qui a 74% des Français qui se posent des questions. Mais depuis que j'ai vu ce sondage, j'ai vu tous les plateaux, j'ai vu Véran, là, le porte-parole du gouvernement, nous dire si elles sont efficaces, les sanctions sont efficaces, et il est négationniste de dire qu'elles ne sont pas efficaces. Vous voyez, on prend des mots délirants, lourds de sens, pour dire maintenant tout et n'importe quoi, donc c'est très grave en plus. Et donc, si vous voulez, voilà, donc les plateaux s'adaptent aux besoins de communication du moment du gouvernement et du président de la République. Les politiques, majorité ou opposition, malheureusement très souvent, s'adaptent en retour à ce que veulent les plateaux de télé. Et ce petit monde se fait à courte échelle, c'est circulaire comme vous dites, et ça fusionne. Et c'est presque un monde maintenant unique. C'est médiatico-politique. C'est plus le monde politique et le monde médiatique. C'est un seul et même monde quasiment. Et d'ailleurs, vous voyez le nombre de journalistes qui font ensuite de la politique, qui se font élire, et le nombre de politiques qui deviennent ensuite chroniqueurs sur les chaînes de télé, etc. Vous voyez bien que c'est en train complètement de devenir un monde hybride. Un monde donc médiatico-politique. Normalement, il y a l'indépendance de la justice. On a vu quand même beaucoup de décisions au niveau du Conseil d'État qui ont suivi le gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième boucle, on va dire, qui vient renforcer cette... Vous avez raison, on est dans un autre problème plus institutionnel. Sur la justice, moi j'ai encore à peu près confiance généralement dans les premières instances. Souvent on voit des jugements qui sont plus de bon sens ou qui respectent vraiment le droit en première instance. Le problème c'est qu'ensuite il y a toujours un appel et là vous politisez l'affaire. Quand ça arrive au niveau du Conseil d'État, je n'ai aucune confiance. Je pense que c'est un milieu qui est complètement, lui, effectivement aussi hybridé avec le monde politique, gouvernemental, et que le Conseil d'État, depuis au moins 20 ans, a lâché l'affaire, quoi. Et n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous avez vu dans le Covid, il n'a pas défendu une seule seconde nos libertés publiques, alors que c'est sa mission fondamentale. On doit dire la même chose du Conseil constitutionnel. Là aussi, d'ailleurs, on porte une réforme assez fondamentale sur le Conseil constitutionnel. Nous, on veut d'abord qu'il se reconcentre uniquement sur les articles de la Constitution, qu'il n'invente pas des principes comme il fait depuis les années 70, c'est pas son rôle. Et deux, que tout ce petit monde, là, les Fabius, Juppé, tout ça, nommé là aussi par le président et les présidents des assemblées, soit remplacé par aussi des citoyens français tirés au sort, qui changent à chaque loi. Ils ne pourront pas être corrompus, ils ne pourront pas être achetés, puisque ça changera à chaque loi. Ils seront aidés par des constitutionnalistes, des juristes, comme ils le sont aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Mais ça me paraîtra beaucoup plus sain. Donc vous prenez l'indépendance de ces trois univers. Et bien là, pour le coup, il faudrait une vraie indépendance de la justice. Mais le problème, c'est que vous ne l'avez pas dans le système français actuel. Surtout le Conseil d'État, si vous voulez, qui d'abord donne son avis sur les projets de loi, et le même Conseil d'État ensuite juge les décrets issus des lois, si vous voulez, de ces mêmes lois. Donc là, il y a une espèce de truc, un conflit d'intérêts permanent, en fait, au sein du Conseil d'État, par construction même. Ça n'est pas possible, ça n'est pas moderne, ça n'est pas possible, c'est pas efficace et c'est pas juste. Ce matin, donc, Emmanuel Macron a animé le Conseil de la refondation, dans lequel il a annoncé qu'il y aurait peut-être des référendums, qu'il va utiliser une plateforme comme il a utilisé en 2019 pour le grand débat. Vous avez de suite réagi en disant on va nous refaire le coup de 2019, il ne faut pas y croire. C'est évident. Ce qui est amusant d'ailleurs en concordance de calendrier, c'est que le jour où il lance son Conseil national de la refondation, on apprend par la presse que le gouvernement n'aura aucune hésitation pour passer en force sur la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Donc c'est marrant, on lance une instance soi-disant de dialogue, d'écoute, et le même jour on nous dit, mais de toute façon, vous savez, l'assurance chômage et la retraite, ce qui est quand même pas anodin pour la vie des gens, on passera de toute façon en force. 49.3, etc. Donc c'est une vaste blague, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Il ne faut pas accorder plus de 30 secondes à ce truc qui est évidemment une redite, une ressucée du grand débat de 2019, dont on a vu le résultat. Ça a donné quoi le grand débat de 2019 ? À part des heures d'antenne de Macron qui palabrait tout seul à la télé, qui s'écoutait parler devant des maires qui étaient comme ça en admiration, ça a donné quoi ? Rien du tout. Ça a juste été utilisé pour enterrer les gilets jaunes à l'époque. C'est tout. Faut pas. Donc là, le but, c'est de faire croire qu'il y a du débat en France. Il n'y a pas de débat en France. Les directives viennent de Ursula von der Leyen, viennent de l'OTAN,
pour la géopolitique et l'armée et viennent de la Banque Centrale Européenne et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ça vient, c'est tout. C'est eux qui font la loi. C'est pas le peuple français aujourd'hui qui fait la loi. Alors, or, normalement, c'est nous le souverain. C'est nous le peuple français souverain. C'est encore écrit dans notre Constitution. Voilà. Donc il faut évidemment ce truc-là, il faut le dégager très vite. Pour une fois, les oppositions ont eu un sain réflexe. Elles ont boycotté. Voilà, il faut tenir bon, il faut ridiculiser cette instance, il faut que les macronistes parlent entre eux dans cette instance et ça la ridiculisera et ça la tuera d'elle-même. On est dans une émission, le défi de la vérité. Tout à l'heure, vous aviez dit que sur certaines chaînes, vous ne pouvez pas dire certaines vérités puisque sinon on vous invite pas. Je peux même pas y aller. Donc, non mais comme je ne compte pas ne pas dire la vérité, je n'y vais donc pas. Ben écoutez, on est dans cette émission, donc moi j'aimerais qu'on aborde, on va dire 3 ou 4 sujets. On va prendre le pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire à propos du pouvoir d'achat ou de la guerre en Ukraine ou de la crise énergétique ou de la perte de liberté? Qu'est-ce qu'on vous proscrit? Alors, sur le pouvoir d'achat, je ne sais pas si on peut pas dire, disons que il est, en tout cas, le problème c'est que l'univers médiatique il est fait pour, regardez, Macron, j'essaie d'expliquer, sort une loi en disant on va créer un chèque énergie, chèque rentrée, chèque Noël, chèque ce que vous voulez, chèque fourniture scolaire, des chèques, il n'y a que ça. C'est la seule politique de pouvoir d'achat en France aujourd'hui. C'est la redistribution, on va dire. Et on vous dit, réagissez. Alors, le bon élève de l'opposition, il va réagir en disant « Ah, au lieu d'être 120 €, moi j'aurais mis plutôt 140 ». Ou il va dire oh, « Au lieu de toucher 6 millions de foyers, j'aurais plutôt touché 12 millions de foyers ». Puis là, le média estimera que vous avez fait une bonne réponse. Vous êtes resté dans le cadre macroniste. Voilà. Et moi, je vais répondre, écoutez, moi je pense que la logique des chèques, c'est vraiment epsilon, c'est rien du tout, c'est pas ça une politique du pouvoir d'achat. Si on veut avoir une politique du pouvoir d'achat, il faut recréer du salaire et en France, réindustrialiser notre pays. Donc vous montez d'un cran, voire 2. Et donc je vais très très vite sur le sujet de l'Union européenne et de l'euro, etc. Alors là, c'est la noyade, ils détestent ça. Ça, d'abord, on parle sur vous quand vous dites ça pour pas que ça passe. Puis ensuite, même, c'est pas simplement malfaisant, c'est juste qu'il y a tellement de cadrage et de formatage qu'il faut rester sur le débat du chèque Macron. Il faut surtout pas partir sur un débat sur l'Union européenne et l'euro, dont on présume que ça va ennuyer le téléspectateur, que ça n'intéressera pas. Évidemment, si on lui en parle jamais, ça n'intéressera pas. Et puis surtout, le journaliste et puis les opposants se diront, les autres personnes sur le plateau se diront, de toute façon, on maîtrise pas le sujet, il faut pas rentrer là-dessus. Donc est-ce que Or moi, je suis désolé, je peux pas faire autrement que moi, je suis obligé de parler de la vérité. On est au défi de la vérité. Je ne peux pas parler d'économie, de réindustrialisation de la France, d'avenir pour notre pays, d'innovation et donc de salaire, de pouvoir d'achat, de création de richesse, si je ne parle pas de ces sujets fondamentaux du commerce, de la monnaie, de la maîtrise de notre politique industrielle. Vous voyez, donc ça, vous voyez la difficulté aujourd'hui de s'inscrire dans un débat médiatique quand on va sur ce niveau d'analyse. Donc on peut parler de sur la l'Ukraine, mesure. c'est bien pire. Sur l'Ukraine, c'est bien pire. Et on va y revenir. On peut parler de la mesure et on va dire de son intervalle de confiance et de tout ce qu'il y a autour. Par contre, c'est un petit peu comme quand on parle des effets secondaires pour la vaccination. On nous demande toujours de démontrer la causalité. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la cause du pouvoir d'achat remonte à des problématiques bien plus vastes qui sont parfois incomprises. Donc on a des journalistes qui ont moins de compréhension de ce genre de sujet et donc on est moins compétent et du coup on peut moins débattre. Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas le temps pour faire cela, c'est pas structuré comme ça. Vous voyez ? Parce que ensuite, on va vous mettre un petit reportage qui est prévu dans le schéma de l'émission. Et il est sur le chèque Macron, le reportage. Ce sera peut-être un micro-trottoir. On demandera aux gens ce qu'ils en pensent. Où on ira au sein d'une famille française pour voir comment elle va faire pour s'en sortir avec. Et ils n'ont pas prévu un reportage sur l'euro. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à la télévision française, il n'y a plus jamais de débat sur ces sujets-là. Absolument jamais. Or moi j'ai le souvenir quand j'ai commencé quelques télés, donc je suis arrivé publiquement en politique en 2011-2012, je faisais des mots croisés sur France 2, pas des mots croisés, l'émission mots croisés 1, avec Yves Calvi à l'époque, qui était quand même sur une grande chaîne, alors c'était déjà à 22h20, donc c'était pas en prime time, mais enfin il y avait quand même je crois 1,5 million, 2 millions de personnes qui regardaient toutes les semaines, et j'ai le souvenir d'avoir fait des débats d'1h30 sur l'euro, où il y avait sur le même plateau Emmanuel Todd, par exemple, qui est quand même quelqu'un de calé, très intéressant sur le sujet. Et puis des gens, par contre, en face, qui voulaient l'euro. Ben, très bien, c'est un débat. Et ça n'existe plus, ça. Pourtant, c'était il y a 10 ans. C'est pas la préhistoire, vous voyez. Donc on a quand même dégringolé. Hein.
En 2017, il y a un journaliste, un professeur de politique de Cambridge, Chris Bickerton, qui avait dit Emmanuel Macron serait le prochain président failli. Il avait fait une tribune dans le New York Times, ça avait fait un grand buzz. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer donc en 2020. Il me disait en fait le macronisme n'est pas encore quelque chose de suffisamment défini et c'est probablement pas la réponse à la France. En fait, comment définiriez-vous aujourd'hui ce macronisme? Et avant de revenir aux autres problèmes. Pour moi, le macronisme, c'est le nom, si vous voulez, d'un processus chimiquement pur de prise de contrôle par l'oligarchie mondialiste de la France. C'est-à-dire que vous aviez déjà des politiques catastrophiques avant. On va dire que on peut remonter à loin, mais on va dire que le moment où ça dégringole vraiment, c'est Sarkozy. À partir de Sarkozy, puis Hollande. Mais ce sont encore des vieux politiques français du sérail, si vous voulez. Avant cela, ils ont été élus, ils ont été un peu confrontés au terrain, ne serait-ce que par les campagnes électorales où ils ont vu du monde, ils ont eu des petits mandats locaux, etc., voire plus. Et donc, ils étaient encore dans une espèce de tradition française. Macron, c'est tout à fait autre chose. C'est une espèce de coup d'État mondialiste. Le type, il débarque, il vient de la banque d'affaires, personne ne le connaît, il s'est jamais frotté à rien, il connaît pas la France, il connaît pas les Français, ça l'intéresse manifestement pas. Il n'en parle d'ailleurs jamais. Il parle que de l'Europe. Il arrive avec tout sa vulgate, son vocabulaire, ses éléments de langage et sa politique, malheureusement, mondialiste. Il est chimiquement pur. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très effrayant, parce que ce genre de personnage et son entourage n'ont plus les prudences, peut-être, ou les pudeurs qu'avaient encore des Sarkozy et des Hollande, parce qu'ils étaient quand même encore un peu issus du sérail français. Ça n'est plus le cas de Macron. Macron, lui, il va appliquer la politique avec une brutalité inouïe. On a vu les gilets jaunes, on a vu comment ils ont été traités, y compris physiquement. On a vu qu'il voulait emmerder les Français. On a vu les mots qu'il utilise, les politiques qu'il met en place, les passes. Moi, je n'ai toujours pas avalé l'histoire des passes. Je trouve que c'est d'une violence inouïe, que c'est une rupture totale avec la fraternité française, l'égalité, la liberté, bien sûr. Et il le fait, et puis il assume complètement. Macron, vraiment, il assume que la France n'existe plus, n'a pas d'avenir comme pays, n'est qu'une entité à l'intérieur de l'Union européenne. C'est très flagrant, c'est-à-dire que c'est très 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 rare que Macron parle de la France. J'ai vu sa dernière conférence de presse là, où il ne cesse de dire on va agir en européen, c'est sa formule. Parfois il dit on va agir en franco-allemand, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, une espèce de fusion entre la France et l'Allemagne, ça doit bien faire rire les Allemands au passage qui ne raisonnent absolument pas comme ça. Et les seules fois où il dit qu'on va raisonner, en fait, on va agir au niveau national, et vraiment on voit que ça l'ennuie, c'est quand il ne peut pas faire autrement, il dit on va agir en franco-français. Donc je vous apprends que nous ne sommes plus des Français, nous sommes des franco-français. Nous ne sommes plus la France, nous sommes la franco-France. Mais c'est pas la même chose. C'est un petit côté, vous voyez, franchouillard, ils sont repliés sur eux-mêmes, franco-français, c'est pas la même chose que français. Je le signale quand même. Vous voyez, c'est ça le macronisme. C'est très violent, c'est l'oligarchie mondialiste qui nous attaque, qui nous a déclaré la guerre, il l'a dit. Revenons un petit peu au sujet qu'on ne peut pas aborder sur les plateaux télé. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur la crise énergétique ou sur la guerre en Ukraine, par exemple? Alors, écoutez, moi, si on m'invite, je peux tout dire. Ça déplaira ou ça déplaira, ça plaira ou ça déplaira. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas le dire, mais en tout cas, il est très difficile, par exemple, de dire que les sanctions sont parfaitement inefficaces et contre-productives. Il est très difficile de dire sur la guerre d'Ukraine que Zelensky n'est pas le héros, n'est pas le Churchill ou le De Gaulle qu'on nous vend, qu'on nous dépeint. Non. C'est quelqu'un qui est extrêmement louche, qui a des affaires fiscales internationales, et on le sait, et on l'écrivait avant d'ailleurs, maintenant on n'a plus le droit de le dire, qui est un homme de l'OTAN, des réseaux atlantistes, qu'il a toujours été, et qui ne mène probablement pas son pays à la paix. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit vraiment son intention. Ça, vous voyez, si je dis ça, c'est crime de lèse politiquement correct. Voilà. Mais c'est important pourtant dans l'analyse, parce que si on veut vraiment la paix, moi je veux la paix, moi je veux le bien-être du peuple ukrainien, je veux le bien-être du peuple russe, du peuple français, de tout le monde, je veux la paix, je veux que ça cesse tout ça. Il faut d'abord faire la bonne analyse, parce que si on continue de livrer des armes, de l'argent à tous ces gens-là, avec un détournement incroyable vers les mafias, une guerre qui est entretenue en fait en permanence, alors on n'aura jamais la paix, on aura tout le temps la guerre. Et donc derrière, l'inflation, les sanctions, enfin tout ce que vous voyez, les pénuries et tout ce qu'on a. Quand vous parlez de l'Ukraine, donc quels sont les faits générateurs sur lesquels vous vous fondez pour justement porter ce jugement? D'abord, un tout petit peu de prise de distance. La question est compliquée parce que au moment où le pacte de Varsovie disparaît, l'URSS disparaît, donc au début des années 90, et où l'OTAN se maintient, il y a des promesses faites formellement par les puissances de l'OTAN
à la Russie, qui va être l'État continuateur de l'URSS, en disant il n'y aura pas d'extension de l'OTAN à l'Est. Après les accords de Minsk. Exact. Enfin avant, ça c'est au début des années 90. Qui mène aux accords de Minsk. Et ça a été confirmé par Roland Dumas, le côté américain. Bon, on le sait que ces promesses ont été faites. Et puis elles ont été rompues. Il y a eu l'élargissement à l'Est. Et là, d'ailleurs, ils l'ont accéléré récemment, Finlande, Suède, ils veulent mettre l'Ukraine, etc. Et donc, évidemment, la Russie se sent... Dans ce contexte-là, il faut comprendre que le monde russe se sent trahi. Deuxièmement, la guerre de Serbie en 98-99 est un élément très important dans l'analyse. Parce que la Serbie, c'est orthodoxe, c'est le monde orthodoxe, comme la Russie. C'était une guerre illégale. C'était une guerre, là aussi, fondée sur beaucoup de mensonges. Avec cette affaire albanaise-Kosovo, déjà BHL complètement liée à tout ça. Et à l'époque, vous avez même cette provocation ultime des Américains, des soldats américains qui bombardent la Serbie le jour de la Pâque orthodoxe. Et sur les missiles, il est écrit « Joyeuse Pâques ». Une espèce de cynisme dégoûtant. Et ça, les Russes ne l'ont jamais oublié, les Serbes non plus d'ailleurs. Et puis ensuite, l'humiliation de la Russie pendant 10 ans, sous Yeltsin, quand c'était un État complètement effondré, et que l'Occident en a profité pour grignoter vers l'Est. Donc si vous voulez, tout ça, ça nous mène à une situation où la Russie s'est sentie de plus en plus entourée, encerclée, endiguée, et c'était une réalité. Il y avait de plus en plus de bases autour d'elle, de soldats, etc. Imaginez un instant que le pacte de Varsovie ait survécu après 1990, donc c'était l'OTAN de l'Est, et qu'il y ait, durant les années 90, 2000, 2010, de plus en plus de bases du pacte de Varsovie au Mexique et au Canada qui encercleraient les États-Unis. À un moment, les États-Unis se seraient un petit peu énervés. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec la Russie. Et puis, alors, ces derniers mois, il y a des choses qui sortent. Est-ce que la Russie a su qu'en fait l'Ukraine, avec le soutien de l'OTAN, allait passer à l'offensive pour vraiment mater le Donbass, où il y a quand même des bombardements, je le rappelle, ukrainiens depuis 2014. Tout le monde s'en fiche, enfin, il y a 14 000 morts. Bon. Plus récupérer la Crimée. C'était manifestement ce qui se passait et la Russie a anticipé en quelque sorte. Vous voyez, donc, alors si on dit tout ça, on a une analyse, ce qui ne donne pas un blanc-seing total à ce que fait la Russie, attention. Mais si on fait une analyse complète, c'est une analyse géopolitique. Elle est indispensable. Elle est indispensable et tout le monde est capable de la comprendre. Mais si vous ne faites pas cette analyse-là, vous tombez dans c'est un Walt Disney pour enfants de 4 ans, comme dit Marie-Estelle Dupont, je trouve que c'est une super expression, en disant voilà, vous avez les très méchants Russes contre les très gentils Ukrainiens, le héros Zelensky, avec son t-shirt kaki, et en face, le méchant Jafar, Poutine. On peut aussi raisonner comme ça. Mais là, on tombe, si vous voulez, dans l'axe du bien, l'axe du mal, George Bush Junior, toutes ces bêtises, que la France savait décrypter avant. En 2003, on nous a fait ce sketch. On nous a vendu ça pour nous vendre la guerre d'Irak. Sauf qu'à l'époque, la France avait encore une diplomatie. On rappelle ça, c'était Dominique de Villepin qui, sous Jacques Chirac, s'était opposé à la guerre. Cette guerre, on a eu bien raison. Et on s'opposait déjà aux mensonges de guerre, les petites fioles de Colin Powell. Et puis on dénonçait même, au-delà de ça, le discours qui sous-tendait cette guerre, la justification de cette guerre, c'est-à-dire l'axe du bien contre le mal. Et la France disait à l'époque, les relations internationales, c'est plus compliqué que ça. Parce que si c'est vrai, à ce moment-là, arrêtons de parler avec l'Arabie Saoudite. Arrêtons de recevoir M. Mohamed Ben Salman, comme on l'a fait il y a quelques jours, comme Macron l'a fait. Arrêtons de faire la Coupe du Monde au Qatar, d'abord pour des raisons écologiques, et ensuite parce qu'il y a quand même eu 6500 morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde. Vous voyez, si on raisonne en bien contre le mal, peut-être même qu'on devra rompre nos relations diplomatiques avec les États-Unis. Parce que moi, je pense que c'est la puissance qui, ces dernières décennies, a fait le plus de morts par ses interventions guerrières dans le monde. Bon, vous nous répondez de manière complète, de manière ouverte dans ce défi de la vérité. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas aborder. La France a quand même été reconnue dans le monde et a rayonné dans le monde pour sa diplomatie. Mmh. Vous êtes énarque, on vous apprend la diplomatie, c'est, on va dire, l'école dans laquelle on fait. Donc, a-t-on perdu ce savoir-faire en France ? On n'a pas perdu, je pense, un savoir-faire, on a perdu une volonté politique. La diplomatie n'est rien, le savoir-faire n'est rien si derrière vous n'avez pas une orientation politique. Si vous avez une orientation politique, on va dire gaulliste, d'indépendance nationale, d'une voie d'équilibre, la France qui emmène les non-alignés. Qui a une vision. Qui a une vision, une certaine idée de la France, comme disait le général. Alors effectivement, nous avons un outil diplomatique, un réseau, je crois qu'il reste le 3e du monde, d'ambassades, de consulats, avec des diplomates, même si Macron casse là aussi tout ça. Il a supprimé même le corps diplomatique. Je voulais... Voilà, hérésie, mais c'est tout ça... C'est sciemment fait.
D'abord, ça, en plus, ça permet de caser les copains plus facilement. Parce que quand il n'y a plus de règles de corps, on peut nommer qui on veut. On a encore tout cela. Et on est encore, malgré tout, on a encore une image, un respect, on inspire encore quelque chose. Et il y a même une attente qui existe. Donc c'est pour ça qu'on a des atouts qui sont là, à portée de main. On a de l'or et Macron fait de la boue. Voilà. C'est tout. Donc la France a tous les atouts pour réussir et vous avez l'impression que justement on fait l'inverse. On fait exactement l'inverse, mais on fait non seulement l'inverse par les très mauvaises orientations d'un Macron et des macronistes, mais aussi tant qu'on est dans l'Union européenne, il faut quand même, et dans l'OTAN, il faut monter à ce niveau d'explication, alors il n'y aura pas de diplomatie française. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, il se prend pour le ministre des Affaires étrangères européen. D'ailleurs, dans la Constitution européenne qu'on a rejetée, il devait s'appeler ministre des Affaires étrangères. C'est la seule chose que le traité de Lisbonne n'a pas repris. Elle n'a pas repris les noms. Mais il devait changer de nom. Il devait s'appeler ministre des Affaires étrangères. Bon. Ursula von der Leyen se prend pour la reine d'Europe. C'est plus la reine des neiges, hein. C'est la reine d'Europe. Elle, c'est incroyable. En permanence, elle bafoue ses prérogatives, elle s'en écarte, mais comme personne ne dit rien, elle fait ce qu'elle veut. Et une décision d'envoyer pour 5 milliards d'euros de... Alors hier, elle dit, non, je vais envoyer 5 milliards d'euros, enfin c'est notre argent, hein, elle n'a pas d'argent, la fin de dernière... Enfin si, elle est très bien payée, mais elle n'a pas les 5 milliards, c'est l'argent de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Et ensuite, c'est marrant parce qu'il est écrit en tout petit, il faudra ensuite consulter les ministres de chaque État membre pour voir s'ils sont d'accord. Enfin bon, manifestement, ils seront d'accord, puisque de toute façon, elle l'a déjà annoncé, et ça fait déjà la une de la presse. Donc, voilà, c'est un fait acquis pour elle. Et puis, elle annonce, on va fermer des chaînes de télé, donc ils ont fermé RT, Sputnik, etc., alors que c'était pas dans ses prérogatives. Puis, on va envoyer des armes, et puis demain, on fera l'armée européenne, et puis... Attention, hein, tout ça, ce sont des gens non élus, responsables devant absolument personne, qui grenouillent avec, on l'a vu avec l'industrie pharmaceutique, Ursula von der Leyen, on attend toujours ses SMS au passage, hein, les SMS qu'elle a échangés avec le PDG de Pfizer, on les a toujours pas, qui grenouillent avec toute la finance mondiale, les lobbies, etc. Tout ce petit monde-là, je rappelle que Bruxelles est la ville du monde où il y a le plus de lobbies, devant Washington, hein, qui sont installés, ça n'est pas pour rien. Vous n'y gagnerez ni en souveraineté, ni en indépendance, ni en liberté, ni en bien-être, ni en prospérité, ni en sécurité, avec ce système-là, ce système de gouvernance-là. Je le dis clairement en français. Réfléchissez bien, essayons de trouver ensemble une solution pour nous en évader, nous en échapper, parce que c'est un système qui, à mon avis, nous conduit à la guerre, à la pénurie et à la pauvreté la plus extrême, et à la mise en esclavage par les systèmes numériques, etc. Et ce que je ne dis là n'est pas une caricature. Emmanuel Macron a dit c'est la fin de l'abondance, donc quelque part, ce que vous venez de nous dire, ouais. C'est la fin de l'abondance pour vous ? Oui, alors ça l'a été, pour pas mal de Français, ça l'est déjà depuis bien longtemps, mais ce qu'il a voulu dire, c'est que nous entrons dans une société de pénurie. Sauf que ces pénuries, là encore, ne nous tombent pas du ciel. Et l'abondance et la pénurie, c'est pas la même chose. Bien sûr, mais ça n'est pas une calamité naturelle, c'est pas un ouragan qui débarque comme ça, ou une invasion de sauterelles qui va ravager une récolte. C'est le fruit de choix conscients. Ces pénuries-là, elles pourraient ne pas exister. L'inflation pourrait être beaucoup plus maîtrisée. Voilà, mais il nous prévient, il nous dit voilà, on va être dans ce système-là. Et là, vous commencez mon livre Crise, où j'explique les connexions entre tout ça. Il n'y a pas d'un côté la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise de l'inflation, la crise de la guerre, etc., la crise de l'euro, enfin toutes les crises que j'aborde là-dedans. J'en explique le mécanisme pour chacune d'entre elles, mais comprenez bien les points communs de tout ce système-là. C'est que se met en place une nouvelle gouvernance. Fin de l'abondance, fin des libertés. Donc fin de l'abondance, fin des évidences, fin des évidences. Gestion des crises d'une manière qui est peut-être pas dans l'intérêt des Français ou qui est dans l'intérêt de... On aura toujours un outil, le même outil à chaque fois, ce sera la restriction de liberté. On aura toujours le même outil, ce sera de vous retirer des libertés. Mais attention, fin de l'abondance, de la liberté et tout, pour la masse, pas pour tout le monde. S'il y a demain un pass énergétique, on vous expliquera que les ministres, les grands patrons et Ursula von der Leyen et les commissaires, eux, ont toujours besoin de prendre autant de fois qu'ils veulent l'avion parce que c'est pour notre bien. Parce qu'il faut qu'ils aillent gérer aux quatre coins du monde le bien-être des Français et plus globalement de l'Europe et de la planète. Pareil, eux ne se limiteront pas dans les banquets, leur consommation de viande ou je ne sais quoi, leurs loisirs. On a bien vu que quand il y avait un pass sanitaire et le masque obligatoire, eux ne le respectaient pas. Enfin, ils le mettaient généralement devant les caméras, il y a plein d'images là-dessus. Ils le mettent 3 secondes devant les caméras, puis dès qu'il n'y a plus de caméra, ils l'enlèvent. Et donc puis c'est fait ce que je dis, souvenez-vous de Bayrou, bien sûr, Bayrou à l'aéroport d'Orly, qui était le seul sans masque, à un moment où il était obligatoire.
Et aucun agent n'osait venir le contrarier. Souvenez-vous de la ministre Montchalin, en décembre 2021, virée d'un avion Air France parce qu'elle n'a pas fait son test, alors qu'il était obligatoire. Et en fait, elle a été virée parce qu'il y avait un commandant de bord qui a fait son boulot, on va dire résistant. Mais si ça s'est passé une fois et qu'on l'a su, c'est que vous savez bien que des dizaines de fois ça s'est passé avec elle et d'autres ministres et qu'on l'a pas su. Voilà. Et qu'aucun commandant de bord n'osait bouger parce que de peur, il tremblait. Parce que... Enfin, le commandant de bord, en l'occurrence, là, a bougé. Et il a bougé parce qu'il est courageux et résistant. Et d'ailleurs, je crois qu'ensuite, il a été convoqué par sa compagnie aérienne, etc. Ça n'a pas été facile pour lui. Alors qu'il a juste fait appliquer la loi. Donc Mais c'était déjà trop. La fin des passe-droits, la fin des injonctions paradoxales. Oui, plus vous êtes dans une société de restriction et de contrôle, plus vous créez de l'inégalité. Parce que plus vous créez des passe-droits. Vous savez, plus il y a de règles compliquées, de restrictions, plus ceux qui n'ont pas le réseau, soit financier, soit de connaissances, pour y échapper, les subissent. Et plus ceux qui ont le réseau pour y échapper, ils connaissent telle personne qui pourra leur fournir la dérogation, ils ont telle somme d'argent qui leur permettra d'acheter la dérogation, et bien plus vous créez en fait une société de privilèges et d'inégalités. C'est tout. Donc c'est pour ça que cette société, en plus d'être profondément inhumaine et restrictive de liberté, elle est profondément injuste et inégalitaire. Florent Philippot, donc on est au défi de la vérité, juste sur une question que j'aimerais vous poser, c'est sur le gouvernement. D'après vous, quels seraient les défis de la vérité pour ce gouvernement? Qu'est-ce que vous leur lanceriez comme défi? Vous me demandez de vous dire ce qu'ils devraient dire pour dire la vérité, mais ils ne peuvent pas dire la vérité. Voilà, vous savez, ils ne changeront pas. Ils sont comme ça, ils sont habitués à mentir, à escroquer les Français, à raconter les carabistouilles en permanence. Donc ils ne changeront pas. Donc ce qu'il faut, c'est changer complètement d'équipe. Mais au-delà de ça, accomplir les révolutions nécessaires. Il faut des RIC, il faut des référendums, il faut changer tout ce que je vous ai dit sur les institutions. Et évidemment, changer radicalement d'équipe au pouvoir. Mais ça, c'est aux Français aussi de sentir, est-ce qu'on peut faire confiance à telle personne ou pas? Il y a un peu d'intuition, il y a beaucoup même d'intuition dans la politique. Il faut retrouver cette intuition-là. Est-ce que ce type-là vous est vendu par les banques, les lobbies, les médias, etc. C'est déjà super louche. Posez-vous la question. Est-ce que ces lobbies-là ont intérêt à défendre l'intérêt du peuple français? La plupart du temps, non. On a souvent des intérêts contradictoires. Donc c'est aux Français de sentir ça, la sincérité. On peut le sentir quand même, moi je suis désolé. Et puis après, étudier le passé des gens, leurs promesses, la concordance entre les deux, et puis faire les bons choix. Voilà. Mais non, il n'y a aucun défi de la vérité à lancer, ni à M. Véran, ni à Mme Borne, ni à Emmanuel Macron. Florent Philippot, merci beaucoup pour ce défi de la vérité. Donc vous nous avez dit que le pass ne passe pas, le tour de passe-passe, on va dire, du gouvernement ne devrait pas passer parmi les Français. Vous leur demandez donc justement de suivre leur intuition, de réfléchir, de vous écouter. Exactement, et de se mobiliser. On lance une grande mobilisation le 17 septembre, samedi. Donc Paris, 14h, place du Palais Royal pour ceux qui veulent venir. Je crois qu'il faut être extrêmement nombreux. Ils nous ont invisibilisé une fois, on va voir s'ils recommencent. À mon avis, ils vont être obligés de venir. Vous avez invité les médias, j'imagine. Ah toujours, comme d'habitude, on va tous les inviter. On va inviter aussi tous les députés d'opposition, toutes les personnalités de la résistance. On leur donne la parole comme on le fait. Et surtout, j'invite les Français à venir très très nombreux. Merci beaucoup de vous être prêté à ce défi de la vérité. Et donc, rendez-vous à votre manifestation.